que tout le monde donne son 100% aussi, c'est pas simple. Parce que tu as des gens qui veulent t'accompagner, mais toi, tu donnes ton 100% et tu es exigeant avec toi-même. Donc, tu es forcément exigeant aussi avec les gens qui t'entourent. Et c'est difficile de dire à un gars qui est avec toi, tu dis, ben, mon pote, si tu donnes pas ton 100%, moi, je vais voir ailleurs, quoi. Bienvenue dans Phoenix TV et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathis Azzaro. Comment tu vas Mathis? Ouais, ça va au top, hein, il fait beau, il fait chaud, on est en pleine période d'été, c'est cool. C'est vrai que là on tourne, on est au mois d'août dans le sud de la France, il fait 35 degrés. C'est un petit peu la misère, mais on est bien, on est au frais dans le studio. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben, moi, c'est Mathis Azzaro, je suis vététiste professionnel en cross-country olympique et voilà, c'est mon métier depuis maintenant 3 ans. C'est intéressant. Est-ce que tu as toujours été passionné par le vélo? Est-ce que quand tu étais gamin, tu voulais vraiment en faire? Que ça se passait comment? Non, quand j'étais gamin, c'était pas du tout une passion. Mon père nous a toujours fait faire du vélo à mon frère et moi en sortie d'école, mais je pleurais pour pas y aller. J'aimais vraiment pas ça. Mais voilà, j'ai fait un peu tous les sports. J'ai fait de la moto, j'ai fait du karaté. Et en athlétisme, je faisais un peu des compétitions régionales. Et en fait, à un moment donné, ça me saoulait de faire tous les sports. Du coup, j'ai arrêté à ce moment-là. D'accord. Et je me suis mis au VTT à la rentrée en 2013. Et mon moniteur, il a vu un petit potentiel en moi parce qu'au début, c'était purement loisir. Je faisais de l'enduro et il me voyait monter à bloc les montées, faire les descentes à bloc aussi. Il m'a dit, ouais, ça serait bien que tu fasses cette course-là à côté de la maison à Venelle, là. Et puis, en fait, j'ai fait cette course-là. On m'a prêté un vélo de cross-country et puis c'est parti de là, en fait. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 13 ans. Ouais, j'avais 13 ans. J'ai commencé à 13 ans la compète et le vélo. Donc 13 ans. Donc là, En on club. reprend juste ce point-là. T'arrives, c'était quoi? T'étais au collège, quoi? T'étais en Ouais, quoi? j'étais au Sixième, collège. cinquième? Cinquième. Cinquième. Ouais. Tu te dis, bon, je vais faire du vélo. Mais là, ce coup-ci, t'étais quand même assez chaud. C'était quelque chose qui te motivait, tu vois? Ou tu t'es dit, c'est un truc comme un autre? Ouais, ça me motivait un peu parce que j'avais un petit niveau, j'en faisais et je me débrouillais quand même bien, hein. Je partais pas de zéro vu que j'en avais fait depuis petit, mais à la base, c'était vraiment purement loisir pour passer le mercredi après-midi et faire un sport comme un autre pour se dépenser, ouais, entre les cours. D'accord. Donc tu fais la course et il se passe quoi en termes de résultats? Tu Ben, gagnes. en Ah, fait, mais là, le petit sourire du gagnant, là. non, même pas. En Même fait, pas? ce qui s'est passé, c'est que c'était une course régionale, donc on partait en fonction du classement de l'année d'avant. Donc forcément, je partais dernier sur peut-être 100 coureurs. Et en fait, je suis parti et au bout d'un tour, je suis remonté peut-être 15e, mais j'ai crevé au bout d'un tour. Il y en avait 3 ou 4 à l'époque. Et j'ai crevé, on n'avait rien pour réparer parce que voilà, c'était la première course, on n'était pas habitué avec papa. Et puis en fait, je suis retourné au paddock, mais en pleurs, vraiment en pleurs au bout de moi-même. J'avais l'impression qu'on avait tué quelqu'un en fait. Et c'est là que j'ai compris que j'avais vraiment cet esprit-là de compète, quoi. Comme si j'avais perdu une Coupe du Monde ou perdu un championnat. Et c'est de là que le déclic s'est fait et que j'ai dit, bah, la prochaine course, je veux la faire et cette fois-ci, on le fait bien, quoi. D'accord. Ouais. Ça, c'est marrant parce que ça nous rappelle un autre podcast que je te remettrai là-haut aussi, avec Franck, qui était un ancien sportif de haut niveau. Et c'est un peu pareil que toi, à peu près au même âge. Il n'était pas du tout dans le sport. Il a fait une compétition à peu près au même âge et c'est ça qui a mis le déclic. Au même âge, Ouais, au même 12-13 ans. âge, 12 Ouais. 13 ans, ouais. C'est assez marrant. Ouais. Et donc après, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que là, c'est plus du tout le même état d'esprit. Bah, ça a été un peu un enchaînement parce qu'en fait, voilà, au début, c'était régional. J'ai commencé à faire des courses. Puis après, j'ai commencé à gagner des courses régionales. C'est là que j'ai fait un trophée de France avec l'équipe PACA. En fait, toutes les régions s'affrontent en fin d'année au mois d'août et ça s'appelle le trophée de France des jeunes vététistes. Donc, ça a été ma première course nationale où je fais troisième français. Et de là, je suis passé en Coupe de France. J'ai commencé à gagner des Coupes de France en cadet. Puis en junior, j'ai commencé à gagner des Coupes du Monde junior. Et en fait, tout s'est enchaîné année après année. Ah, ça va un peu vite là, parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir, tu as fait ta première course au niveau comment dire, de ton quotidien. Qu'est-ce que tu as mis en place pour te dire, j'ai envie de gagner, vraiment, on reprend ça avant le déroulement, parce qu'après, tu sais, ça s'enchaîne quand même Ouais, ça super change. vite. Ouais. Mais je pense que les spectateurs, ils ont envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes comme ça radicalement de j'aime pas trop le vélo à je fais ça tout le temps et je fais jusqu'à un niveau mondial.
En fait, ce qui me motivait, c'est que tous les mercredis et samedis, j'allais du coup au club et je me mettais dans n'importe quelle montée. En fait, mon objectif, c'était d'arriver le premier en haut et dans les descentes, c'était pareil. Et au fur et à mesure que j'avançais, je montais de groupes de catégories. Et c'est là aussi que j'avais peut-être 14 15 ans et je commençais aussi à battre ceux qui en avaient 16 17 Ouais. qui étaient un peu plus âgés que moi. Et en fait, ouais, au début, c'était purement loisir. J'avais pas cet état d'esprit. Je vais me dire, quand je gagnais des courses régionales ou nationales, un jour, ça va être mon métier. C'était vraiment loin. Je connaissais même pas le système. Je savais pas que les Coupes de France, ça existait, que les Coupes du Monde, ça existait. Je savais même pas en 2012 qui avait fait des médailles aux Jeux Olympiques de mon propre sport. Et en fait, c'est année après année où je voyais que je progressais, je m'intéressais de plus en plus à mon sport et je mettais en place autour de moi plus de structure, c'est-à-dire que je prenais un entraîneur, l'entraîneur me faisait progresser, puis après il a fallu trouver un peu un staff médical avec un ostéo parce que je tombais souvent. Vu que je progressais, je tombais beaucoup, mais du coup je voyais que je progressais, donc c'est plein de petites choses que j'ai mis en place au fur et à mesure des années et qui m'ont fait progresser en fait. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que entre ta première course de 13 ans et 18 ans, où ça s'enchaîne quand même vite au niveau national, etc., qu'est-ce que tu as mis vraiment au quotidien, au niveau de ton état d'esprit et au niveau de la structuration pour que ça puisse avancer aussi vite? Parce qu'en l'espace de 4 ou 5 ans, c'est rien, tu vois, 4 ou 5 ans. Ouais, ça passe super vite. Après, en fait, j'ai vraiment appris sur le tard. C'était mon père qui s'occupait de moi. C'était un peu, et ça l'est toujours, c'est mon pilier en fait au quotidien. Que ce soit mon père, mais mes parents, parce que c'est eux qui m'accompagnaient sur toutes les courses régionales. Et en fait, au début, on connaissait pas ce qu'il y avait comme championnat. Donc, au début, on faisait les trophées régionaux. Après, il y avait les trophées Odana qui était un deuxième championnat régional. Et en fait, au début, c'est en faisant des résultats qu'on discutait aussi avec les autres parents du paddock et qui nous disaient, bon, ben voilà, maintenant que Mathis il fait ça, ben, il peut jouer la sélection PACA pour aller justement au Trophée de France des jeunes vététistes. Donc c'est là que mes parents ont dû m'amener sur d'autres courses et ça a rajouté des week-ends. Au lieu de faire 10 courses par an, ben, c'est passé à 30. Et en fait, Ah, c'est plus ouais, le même délire, hein. ouais, c'était vraiment on apprenait jour après jour parce qu'on est arrivé là, on débarquait de nulle part. On connaissait pas la discipline, on connaissait pas le matos, on savait pas que il y avait plein de courses. Donc en discutant avec les parents des autres coureurs, on apprenait ben, presque jour après jour à connaître notre discipline. Et c'est aussi là que je te disais, voilà, j'ai commencé à faire aussi pas mal de chutes. J'avais besoin de quelqu'un qui me remettait en place parce que c'est compliqué quand tu te déboîtes une épaule ou tu te déboîtes des vertèbres. Il fallait pas rater quand même plus de 2 semaines d'entraînement. Donc j'ai rencontré un ostéo qui m'a aussi beaucoup apporté sur ces 4 années-là parce que lui, il avait une connaissance aussi du sport de haut niveau. Il a fait ostéo dans des équipes sur les 24 heures du Mans et les endurance moto. Donc, avec l'expérience des gens, en fait, on apprenait chaque jour à qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, quelle course il fallait aller. Et puis, en fait, je me suis construit comme ça petit à petit, mais je partais vraiment de zéro à la base. Et c'est aussi parce que j'avais envie d'être le meilleur et de toucher à tout que je pense j'ai réussi à progresser et maintenant à gravir les échelons année après année, Il y a quoi. un élément indispensable hein, dans ce que tu dis, c'est tes parents. Ouais, C'est que, toi, malheureusement, il y a beaucoup de gamins qui ont des capacités, mais qui n'ont pas les parents qui vont prendre le temps de structurer comme ça, de les emmener à droite à gauche. Que quand tu fais 30 courses par an, c'est quand même une course tous les 15 jours, quoi. ouais, c'est ça. Et faire ça, et puis au niveau budgétaire, parce qu'il y a il y a quand même un accompagnement aussi au niveau de ça. Et c'est vrai que là où tu as eu un peu cette chance-là, entre guillemets, c'est que tu as eu un bon cadre familial. Ouais. Et l'environnement, hein, je le dis toujours, hein, mais l'environnement, c'est indispensable, hein. Ouais, c'est l'environnement, c'est la base. Si t'as pas un bon environnement, bon, je vais pas dire que t'as aucune chance de réussir, mais en fait, si j'avais pas eu mes parents qui m'amenaient tous les week-ends, parce que c'est quand même pour eux, voilà, c'est un week-end sur deux, il fallait m'amener quelque part, donc ils partaient pas en week-end juste pour eux, ils se sont vraiment occupés de moi, que ce soit de moi ou même de mon frère qui faisait du motocross aussi à haut niveau,
ils ont été vachement présents. Financièrement, ça a été un coût aussi d'acheter tous les vélos, d'aller à droite, à gauche. Et le club de Venelle, qui était mon club à l'époque, aussi m'ont beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'ils m'aidaient à payer un peu une partie des déplacements parce qu'à un moment donné, mes parents pouvaient plus Ouais. payer les vélos, les déplacements, partir à droite, à gauche. Donc en fait, cet environnement-là, si je l'avais pas eu, et j'ai été chanceux de l'avoir, j'en serais pas là. Donc c'est vraiment l'environnement qui permet de se construire. Ah ouais, c'est Et fou, hein. après, il y a le travail et il y a aussi une part de talent. C'est vraiment ces trois choses-là qui font que tu arrives à être professionnel que tu arrives à être athlète de haut niveau, mais l'environnement, tu peux pas aligner. J'ai la chance de l'avoir eu, ouais. Et c'est quoi ta première victoire vraiment que tu te rappelles? C'était laquelle que tu as direct en tête? La première victoire, c'est quand j'ai été champion de France pour la première fois à Montgenèvre. J'avais 16 ans. Il y avait eu deux Coupes de France avant. J'avais fait troisième et deuxième. Et en fait, j'avais aussi le petit objectif de faire 3, 2, 1. Et j'avais eu des pépins en plus sur les deux premières manches de Coupe de France. Donc c'est vraiment cette victoire-là. Mon premier championnat de France où je gagne avec peut-être 2 minutes d'avance, Ah oui, tellement j'étais en folie ce c'est chaud jour-là là. et j'avais que 16 ans. C'est quoi? C'était en junior? C'est quoi C'est là? cadet, ouais, Cadet? c'est U17. Ouais, c'est moins de 17 ans, donc j'en avais 16. Donc j'étais encore loin aussi de me dire, il faut que je passe en junior, je passe en espoir, puis je passe en élite maintenant. Mais c'est vraiment la première victoire que je me souviens et où c'était aussi encore mon club et mes parents qui Ouais, s'occupaient de moi. C'est-à-dire que j'arrivais sur les week-ends de course, c'était la petite tente 3x3 de l'équipe et puis mon père faisait la méca ouais. et il y avait l'entraîneur qui nous faisait à manger. Enfin, c'était à la bonne époque et c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. Ouais, j'avoue, ça c'est pas mal. Et après, du coup, est-ce que cette victoire-là, elle a changé quelque chose au niveau de ton état d'esprit? Ou est-ce que c'était une parmi tant d'autres dans un cheminement? Si, ouais, je pense, j'en ai un peu les frissons quand j'en parle, mais en fait, ce week-end-là, c'est sur un championnat de France, même à l'heure actuelle, c'est là où on se rend compte que c'est la course quand même de l'année pour tout le monde, dans toutes les catégories, parce que tout le monde a envie de porter le maillot bleu, blanc, rouge, c'est quand même une fierté de le représenter. Et il y avait aussi les espoirs et les élites que j'ai regardé ce week-end-là. Et c'était une année olympique, c'était l'année de 2016, donc l'année des Jeux à Rio. Et ça avait une importance aussi dans la sélection. Et puis je voyais, c'est là où je commençais à voir aussi les mecs qui étaient professionnels et j'aspirais à devenir comme eux. Je voulais vraiment que ça devienne mon métier. Et en fait, en étant champion de France ce week-end-là, ça a été le déclic. Je me suis dit, bon, ben maintenant, j'ai ce premier titre, j'ai envie de faire comme eux et que ça devienne mon métier à l'avenir. Donc, Ouais, ça a été vraiment le déclic, ouais. donc la victoire, 16 ans, c'est celle qui te fait vraiment changer ton état d'esprit. Là, tu es en mode win et surtout, tu veux vraiment en faire ton métier. Qu'est-ce qui, derrière, change, encore une fois, dans ton quotidien par rapport à la première compète, là, la grosse victoire? Qu'est-ce qui change? Ce qui change et ce qui reste aussi on va dire, qui reste dans mon cadre, c'est que déjà, j'arrive à quand même garder les pieds sur terre parce que j'ai que 16 ans. Oui, c'est un premier titre de champion de France, mais voilà, j'ai pas quitté la terre en prenant le melon ou quoi, parce que à ce moment-là aussi, j'ai eu déjà beaucoup d'équipes nationales qui voulaient me prendre dans leur équipe pour aller faire justement les Coupes du Monde junior qui étaient l'année d'après en moins de 19 ans, ouais, du coup 18 ans, 17 18 ans. Et c'est là où voilà, j'ai posé les choses avec mes parents et on a dit qu'est-ce qu'on veut faire Est-ce que déjà j'ai envie de continuer le vélo? Est-ce que je prends toujours du plaisir? Donc ça, la question ne se posait pas, c'était une évidence. Mais on a fait le choix de continuer dans ce cadre-là à 17 18 ans, où c'était mes parents qui m'accompagnaient. C'était le club qui mettait un peu plus de moyens pour payer mes déplacements. J'ai trouvé une marque Giant France qui m'a sponsorisé pendant 2 ans et qui me donnait les vélos. Donc voilà, ça a débloqué beaucoup de choses. J'ai en même temps gardé cette part-là de familiale où c'était mes parents qui s'occupaient de moi. Et ça a été vraiment le bon choix parce qu'en fait, quand j'arrivais sur les Coupes du Monde junior derrière, j'étais dans le cadre famille et je prenais toujours du plaisir. J'étais pas encore dans le mode professionnel. C'est une équipe qui s'occupe de moi et j'ai affaire à un staff qui est payé pour s'occuper de moi, alors que là, c'était mes parents et qui le faisaient plus avec le cœur et ils faisaient ça parce qu'ils avaient envie.
Donc, ouais, ça a été ce déclic où j'ai posé les choses. Je me suis dit, bon, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de continuer avec mes parents. Et voilà, on a continué à construire avec une marque qui m'a sponsorisé du coup pendant 2 ans. Et derrière, ça a été encore des choix qui ont été différents à l'avenir. Mais ça a été difficile de dire non à plus de 5 6 équipes qui voulaient absolument que je sois dans l'effectif l'année d'après. Et j'ai dit non. Moi, ce qui marche à l'heure actuelle, c'est d'être avec mes parents, d'apprendre à continuer dans ce cadre-là. Et au final, ça a été le bon choix parce que derrière, ça a amené beaucoup de victoires derrière. Ça, je pense, c'est vraiment courageux d'avoir fait ça parce que la plupart des gens n'auraient peut-être pas pensé dans cet état d'esprit. Mais c'est vrai que toi, ce que je comprends, tu as besoin quand même de ce cadre familial, d'être dans la confiance Ouais, et rentrer dans un rouage un peu plus gros. Peut-être que c'est ça qui t'aurait peut-être un peu gêné ou ouais, c'est frustré. ça. En Ou... fait, pour moi, le cadre, l'environnement familial, c'est un pilier. Si j'avais pas eu ça, c'est sûr que je n'aurais pas eu cette performance là ces dernières années. Et je remercie encore mes parents parce qu'en fait, c'est aussi eux qui m'ont dit, bon, ben, nous, on veut encore t'accompagner. Et c'est eux qui, tous les week-ends, ils m'amenaient après en junior sur les Coupes du Monde, en Allemagne, en Autriche, en Italie, enfin Ouais. partout en Europe. Ah ouais, parce que là, c'est un autre délire, hein. C'est vrai que C'est ça. c'est chaud parce que, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est quand même énormément de travail et de sacrifice aussi, indirectement, parce que même si tu adores faire ce que tu fais, bah, t'imagines que là, tu passes, avant, c'était des compétitions qui étaient régionales. Là, tu passes à des voyages internationaux et tu as encore 18 19 ans, tu as un sponsor, mais financièrement, ça doit pas être simple, comme quand tes parents. Moi, je me mets à la place des parents, tu vois, mais je me dis, ouais, ça doit être quand même chaud, quoi, tu vois. Ouais, c'est chaud. Parce qu'en plus, aussi à cet âge-là, c'est un peu l'âge Ouais. où les potes, ils vont tout le temps en soirée. Et du coup, toi, tu dis, bon, ben, maintenant, je suis champion de France, j'ai envie de persévérer là-dedans. Et il y a tous tes potes qui vont en soirée les week-ends. Et toi, tu te dis, bon, est-ce que je vais en soirée ou est-ce que je me repose parce que ce week-end, j'ai une compète ou parce que j'ai des entraînements importants. Donc, ça a été des choix déjà à 16 17 ans où il faut se dire ben c'est soit copain copine ou soit je vais m'entraîner. Donc d'un côté ça a été un peu sacrifier cette partie sociale de ma vie, mais après je le voyais pas comme un sacrifice parce que j'avais un objectif. Et quand tu sais pourquoi tu le fais, ben en fait je le vois pas comme un sacrifice, c'était plus un plaisir de le faire et de me dire ben voilà, je fais ça, je le fais à 100% et derrière j'ai zéro regret. Je le fais pas à 98 et je me dis ouais, j'arrive le jour de la course, ça marche pas, ben, j'ai pas tout mis en place, quoi. Ah ouais, Et ouais, c'est vraiment, je fais les choses et je les fais jusqu'au bout. C'est de A à Z et il n'y a pas de lettres qui passent au travers, quoi. ça, c'est marrant parce que je fais les filles, je vous explique souvent ça au niveau du business et je les explique souvent que le business et le sport, c'est pareil. Tu vois, Ouais, dans le business, c'est exactement la même chose. Si toi, tu veux lancer un business sur Internet, bah voilà, il faut savoir aussi pourquoi tu le fais. Et tu prends peut-être ça comme des sacrifices, mais c'est des passages obligés. Tu peux pas en vivre. Tu vois, pareil, tu peux pas en vivre si derrière, à la moindre occasion, tu sors à droite à gauche, tu bosses pas à cause de ça, parce que il y a une autre tentation ou il y a un truc à la télé. C'est la même chose. ouais. Le business et le sport de haut niveau, c'est C'est pareil. exactement C'est la vraiment même chose. pareil. Ou la moindre difficulté, parce que voilà, c'est. Là, on parle que des victoires depuis tout à l'heure, mais Oh, il y on a va parler des eu. échecs, t'inquiète Il y pas. a eu des Il est moments fou, il plus croit qu'on va difficiles, parler des hein. échecs. On va parler des Il y a eu échecs. des moments plus difficiles, ouais. Ah, mais on va y revenir parce que ça se passe bien. Mais après, on va aller voir un petit peu ce qui t'a aussi boosté sur les échecs parce que c'est certain qu'en 10 ans, maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait ouais, 10 ans en finale de vélo. À Ouais. l'heure actuelle, 11 ans. En 11 ans de vélo, t'as forcément eu des échecs. Là, déjà, à ce moment-là, pour l'instant, est-ce que à 18 ans, quand tu arrives vraiment à un niveau national, même mondial, est-ce que tu as eu déjà des échecs ou ça s'est plutôt bien passé jusque-là? Jusque-là, je pense que j'ai eu. Jusqu'à 17 ans, jusqu'à mon premier titre de champion de France et ma première année junior, j'ai pas eu de gros échecs. Ça a Ouais. été, voilà, je suis dans la force de l'âge, il y a un peu la puberté, et puis tout le monde a fait la puberté plus ou moins à un âge différent, mais je prenais tellement de plaisir à faire ça, c'était naturel. Il y avait, on se pose zéro question parce que ça reste toujours vraiment un loisir, même si à la compète, il y avait zéro échec. Par contre, ouais, à partir de 18 ans, j'ai eu quelques échecs avec ma première. Enfin, je me suis cassé la clavette à l'entraînement. Du coup, j'ai raté un championnat de France et un championnat d'Europe où j'étais le favori. Donc là, ça a été ouais, la première grosse claque que je me suis pris. Alors là, tu te fais ça à l'entraînement, c'était combien de temps avant la compétition?
Du coup, je me casse la clavicule en plein bac. Du coup, c'était pratique. Je passais le bac à l'oral. C'était pas idéal. Et c'était 3 semaines avant le championnat de France et 4 semaines avant le championnat d'Europe. D'accord. C'était pile le temps de récupération. Donc, en fait, je faisais du home trainer. Je pouvais courir. Mais en fait, il y avait le risque de rechuter, de se refaire plus mal. Et en fait, un mois après le championnat d'Europe, il y avait le championnat du monde. Et j'ai dit, bon, ben, je skip ces 2 courses-là et je me focalise à 100% sur le mondial qui était fin août. Donc là, du coup, tu tombes à l'entraînement. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, d'un côté, ça a été dur à encaisser parce que je savais que en national et en international, j'avais tout gagné jusqu'à présent. Donc, j'avais vraiment à cœur d'être champion de France pour la deuxième fois chez les juniors. Et le championnat d'Europe, pareil, aller chercher un titre là-bas parce que j'avais gagné des Coupes du Monde en junior. Mais d'un côté, c'est là aussi où j'ai appris. J'avais construit un peu plus mon staff médical. Et on a dit, bon, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux rater son championnat de France et son championnat d'Europe parce que je retombe, je me refais mal et je rate aussi le championnat du monde. Ou alors, je dis, bon, ben, tant pis, je m'assois sur ces peut-être 2 titres-là de champion de France et de champion d'Europe et je me focalise à 100% sur le championnat du monde. Et c'est encore une fois là où j'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé aux gens qui s'occupaient de moi à cette époque-là. Et en fait, le choix, il a été naturel. J'ai dit, bon, ben maintenant, je récupère, je me remets. Et puis derrière, je me suis préparé à 100% pour le mondial et ça a payé derrière, quoi. Alors après, c'est là où je vois que t'avais quand même une bonne maturité parce que c'est pas simple, toi, de se projeter comme ça, de se dire, bon, bah voilà, je sacrifie ça pour un objectif un peu plus loin. Ça, c'est un élément aussi qu'on retrouve souvent dans le business, c'est que les gens voient le court terme et ils se disent pas, je sacrifie, entre guillemets, quelques week-ends, quelques mois pour avoir un véritable changement de vie. C'est non, tout de suite, je veux des résultats. Mais toi, ça, c'est important, c'est de savoir, bah, se dire, bon, bah là, voilà, c'est pas le moment et je vais rebondir sur un autre truc après, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut pas regarder à l'échelle même d'une saison parce qu'en fait, si je retombe, ben, je peux peut-être me faire plus mal et plier carrément la carrière. Donc, c'est vrai que, en fait, je pense ça m'a quand même apporté beaucoup de maturité de faire du sport de haut niveau. À 18 ans, je pense que je prenais des décisions que des mecs de 25, ils en prenaient pas encore. Ouais. Après, voilà, c'est pas me jeter des fleurs, mais Non, ouais, mais il faut. c'est un cadre. Ce qui est bien, c'est que voilà, le sport de haut niveau, ça te donne de la maturité. Comme je te disais, c'était des choix aussi de pas sortir tous les week-ends, d'aller se coucher tôt et tout. Là, c'est pareil. J'ai pas vu à court terme, j'ai vu à long terme d'aller chercher une médaille sur les mondiaux et c'est ce que j'ai fait. Donc, C'est ce que tu as fait derrière, ouais, du c'est ce coup. que j'ai fait derrière. Ouais. Ça a donné quoi, du coup, la course? Alors, ça, j'ai trois questions là-dessus. Donc, ça se passe comment pendant les 2 mois là où tu es blessé? Bah déjà, c'est dur parce que je vois les compètes, je vois quand même les compètes championnat de France et championnat d'Europe parce que voilà, je regarde les résultats, je vois qui gagne, qui fait sur le podium. Mais voilà, c'est après que j'ai réussi à me détacher de ça. Une fois que c'était passé, moi j'étais à la maison, je m'entraînais, j'essayais de contrôler ce que je pouvais contrôler. Je peux pas contrôler ce que font les autres. Et c'est vraiment une fois que ces 2 compètes-là sont passées que j'ai dit, bon, maintenant, c'est fait, c'est fait. J'ai une opportunité à saisir dans moins d'un mois et c'est ce que j'ai fait. J'ai mis toutes les chances de mon côté, récupérer, me remettre de l'épaule et puis faire le max d'entraînement que je pouvais, battre mes records à l'entraînement jusqu'à début septembre sur le championnat du monde qui était en Suisse. Et en fait, en faisant ça, c'est me reconcentrer sur moi-même et que j'ai réussi à vraiment aller chercher un résultat derrière. Ouais. Et le matin de la course, t'étais comment? Le matin de la course, ouais, j'avais quand même un peu la pression parce que l'année d'avant, je faisais mon premier mondial en Australie. J'ai été malade et j'avais réussi à faire 6e en étant malade sur un premier mondial. Donc forcément, j'avais à cœur de faire encore mieux. Les ambitions, elles étaient assez hautes. Et voilà, j'avais pas couru depuis 2 mois. J'étais un peu forcément dans l'inconnu, même si j'avais gagné des courses avant. Ça fait 2 mois que t'as pas couru. Tu arrives là, tu sais pas trop ton niveau. Donc ouais, j'avais quand même une grosse pression au départ le matin de la course. Ouais. Et au final, ça t'a servi cette pression ou c'était plutôt un frein? Ça m'a servi et desservi parce que voilà, je pars, j'ai déjà 45 secondes d'avance dès le premier tour, j'étais en tête. Et en fait, cette avance-là, ça a presque été un frein derrière parce que
j'étais en tête d'un championnat du monde. C'était la première fois que ça m'arrivait en individuel. Et j'ai presque voulu mettre tellement d'avance en fait que je me suis un peu grillé les ailes. Et derrière, je me mets une chute. Je pète mon casque et j'ai fait une commotion cérébrale en fait. Et je me suis souvenu de la chute que 2-3 jours après. Je suis reparti et en fait derrière, ben, c'est rentré et je termine troisième. Mais du coup, cette pression-là a été bonne, mais ça m'a desservi parce que je voulais mettre tellement d'avance que du coup, L'ego. ouais, c'est l'ego, je C'est pense. l'ego qui a parlé. C'est l'ego qui a parlé, du coup, je me Ouais, suis mis une non. chute, ouais. À 18 ans aussi, c'est normal, tu vois, Ouais, enfin, c'est normal. Ça se comprend, mais c'est ouais. vrai que c'est de l'expérience aussi. C'est un manque d'expérience, ouais. Donc là, podium mondial. Derrière, donc junior, là, on arrive dans une phase où ça va être chaud. Parce que Ouais, là, c'est le tremplin vers le monde de l'élite, quoi, entre c'est guillemets. ça. Donc là, je pense qu'il se passe pas mal de choses. Comment ça se déroule tout ça? Ouais, ça s'est déroulé un peu. Ça a été pareil parce que voilà, j'ai gagné des Coupes du Monde en début de saison. Donc, déjà, les mercatos se font un peu plus tôt que le championnat du monde qui est souvent à cette période-là, en septembre. Et c'est là que, avant que je me casse la clavicule, en fait, Julien Absalon, le double champion olympique de notre discipline, il est arrivé et sur une Coupe du Monde junior, il m'a dit, ouais, bah, je monte mon équipe l'année prochaine, j'aimerais que tu fasses partie de mon effectif. Et quand toi, tu es junior, tu as 18 ans, tu as le mec qui est double champion olympique de ta discipline qui vient te voir. Ça fait quand même drôle qui te dit, voilà, je veux que tu fasses partie de mon effectif. Donc, ça a été un peu aussi à ce moment-là une prise de décision pas simple parce que je passe dans le milieu des moins de 23 ans. C'est juste avant de passer, on va dire que tu es semi-professionnel dans cette catégorie-là. Et voilà, il y a Julien qui vient te voir, les résultats sont là, tu fais troisième d'un championnat du monde. Tu te dis, bon, ben maintenant, je passe dans le milieu des professionnels, dans une équipe où voilà, il y a Julien, il y a Pauline Ferrand-Prévot, il y a Jordan Sarrou qui a été champion du monde 2 ans après. Voilà, tu changes de cadre. Du coup, je suis plus dans le cadre familial, je suis dans le cadre professionnel avec des mecs, c'est leur métier à plein temps. Et toi, tu sors de junior et puis c'est encore à ce moment-là qu'il faut taper le fer. C'est-à-dire que c'est pas quand tu es au sommet que tu te dis, bon, maintenant c'est fait et tu peux relâcher. Il faut redoubler de travail, redoubler d'efforts parce que tu changes de catégorie et il faut encore plus taper le fer, ouais. Et là, ça a été chaud, là, le changement ou Le changement a été chaud, ouais, parce que voilà, c'était encore de la découverte, hein. Maintenant, je passais dans le milieu professionnel avec des Coupes du Monde sur les 4 coins du monde. Et j'avais pas forcément encore un entraînement hyper adapté. J'avais commencé avec Baptiste, mon prépa physique, depuis 1 an. Mais voilà, il fallait ajuster ça. Mon entraîneur que j'avais à l'époque, c'était plus un entraîneur de club qui était bon au niveau régional, national, mais ça se limitait au niveau national. Ça m'a fait progresser jusqu'à junior. Et en fait, j'ai mis quand même 2-3 ans à me rendre compte que il fallait changer parce que j'avais cette relation amicale-là avec mon entraîneur qui se passait très bien. On roulait ensemble toutes les semaines et tout, mais à un moment donné, ça a eu ses limites. Et passer ce cap-là de catégorie, ça a été très difficile. Donc, c'est là aussi derrière qu'il faut prendre des décisions, se dire, bon, on se remet en question, qu'est-ce qui marche pas, changer d'entraîneur, changer de façon de s'entraîner. Et puis après, voilà, il faut tout optimiser. Il faut commencer à optimiser ton régime alimentaire, tes nuits, ton staff médical, que tout le monde donne son 100% aussi, c'est pas simple. Parce que tu as des gens qui veulent t'accompagner, mais toi, tu donnes ton 100% et tu es exigeant avec toi-même. Donc, tu es forcément exigeant aussi avec les gens qui t'entourent. Et c'est difficile de dire à un gars qui est avec toi, tu dis, ben, mon pote, si tu donnes pas ton 100%, moi, je vais voir ailleurs, quoi. Là aussi, c'est dur quand tu as 19-20 ans de demander à un mec qui en a 40, qui naît depuis 20 ans, ouais, est-ce que tu peux en faire plus parce que j'en ai besoin de plus, quoi. Il faut avoir cette maturité-là de lui poser la question ou de lui demander les choses. Mais c'est là où tu vois le cap. Nous, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus, mais c'est vrai que Ouais, c'est le cap entre la structuration dès que tu commences à ouais, être vraiment au top, parce que c'est ce que tu dis. Arriver numéro un, c'est dur.
Mais rester numéro un, c'est encore plus dur. Ouais. Et pareil dans le business, hein, arriver numéro un, c'est dur. Mais le rester, c'est encore plus dur. Et tu es obligé de structurer. Et tu es obligé de mettre en place des nouvelles choses, etc. Nous, c'est avec des équipes ou quoi. Et dans le sport, c'est pareil. C'est faire un changement au niveau de tout ce cadre-là. Et donc là, tu passes un cap. Et au niveau de l'entraînement, ça donne quoi là? Tu as vraiment un changement radical à partir de ce moment-là. Le niveau, il y a deux questions. Il y a l'entraînement, mais surtout le niveau. Est-ce qu'entre le 18 et 23, tu as vraiment un cap? Ouais, parce qu'en fait, moins de 19 ans, du coup, chez les U23, on va dire que ça commence à se niveler en junior, mais il y a toujours des mecs qui arrivent en fin de puberté assez tard, ou il y en a qui l'ont eu tôt. Donc, il y a encore cette différence-là entre les athlètes. Par contre, quand tu arrives chez les moins de 23 ans, c'est là où la densité elle est beaucoup plus importante. Et en junior, tu es trois à avoir le même niveau. C'est un peu le cas en fait quand on faisait des Coupes du Monde en junior, on était souvent trois sur le devant de la scène et puis derrière, ça se battait plus pour de 4 à 10. Et là, quand tu arrives chez les espoirs, tu as une densité qui est déjà plus importante dans les 20 premiers où bah, tu as 20 gars autour de toi qui ont le même niveau et ça se joue à rien, quoi. Ça se joue au détail ou ça se joue à la fin, celui qui a envie de plus se faire mal dans la dernière montée pour lâcher l'autre, quoi. Donc, ça se joue dans la tête, ouais. Il y a vraiment ce moment-là où tu te dis, bon, maintenant, il faut que je repose tout, que je me remette en question et me dire, bah, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas, quoi. Est-ce que tu arriverais à nous dire, c'est quoi le pourcentage entre le mindset, donc le mental, et vraiment la partie physique quand tu es sur une Coupe du Monde comme ça? Est-ce que vraiment le mental a fait une différence énorme ou c'est vraiment se dire non, le plus fort et il gagne quoi qu'il en soit? Non, ça se joue dans la tête. À un moment donné, on arrive à un niveau maintenant chez les élites où tout le monde a le même enfin, tout le monde a la même hygiène de vie, tout le monde s'entraîne, tout le monde est au millimètre sur quasiment tout, hein, que ce soit le sommeil, la nutrition, l'entraînement. Tout le monde s'entraîne pour la même chose et tout le monde a envie de gagner. Par contre, la différence, elle se fait arriver sur un week-end de course où il est ton état d'esprit. C'est déjà quel est ton objectif. Et une fois que tu es sur le vélo, qui va arriver à se faire le plus mal dans le money time d'une course. À un moment donné, le money time, ça peut être en début ou en fin de course. Mais quand le groupe va se faire pour la gagne ou que toi, tu vas lâcher tout le monde, c'est celui qui va arriver à aller plus loin dans l'effort que les autres. Et là, ben, c'est dans la tête que ça parle. Hein. C'est la résistance à la douleur que la course, elle va se faire et que la victoire, elle va se construire, quoi. C'est toi et face à toi-même. En fait, ton pire ennemi sur le vélo, c'est toi, c'est pas les autres. Est-ce que c'est pas un peu le cas dans tous les cas de figure dans la vie? Ouais, dans tous les cas de figure, ton pire ennemi, c'est toi-même. J'ai eu une image la dernière fois, bon, c'est un réel sur Insta, mais t'as un mec qui a dit, il met deux images en parallèle. Il est soit sur son téléphone, soit il est en train de faire du sport, soit il est sur son téléphone, soit il est en train d'apprendre à lire ou à faire du piano. Et en fait, dans n'importe quel métier ou dans la vie, c'est ton pire ennemi, c'est toi-même. Tu dois toujours ton meilleur ennemi, c'est toi-même. Tu dois toujours te battre contre ton état d'esprit et aller chercher la meilleure version de toi-même. Et c'est ça qui fait la différence, hein, que ce soit dans le business ou dans le sport, entre un winner et un loser. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment. C'est l'état d'esprit, je le dis souvent, mais c'est 80%, tu vois. Ouais, Nous, en tout cas, dans le business, c'est 80%. Ouais, je pense que c'est 80-90, ouais. Parce qu'en fait, oui, derrière, tu as une très grosse préparation et tu es obligé de bosser, te lever, avoir ton rythme de vie, ton train de vie. Comme un mec qui va monter son entreprise, il va être obligé d'être assidu sur sa structuration au quotidien. Mais par contre, à la fin, quand ça commence à être dur à enchaîner les difficultés, la différence, elle se fait dans la tête. Et c'est toujours la tête qui va te dire je vais avoir le petit truc en plus pour aller au bout des choses. Mais encore, il y a une différence que toi, dans le sport, tu as la capacité physique. C'est-à-dire que là, comme tu dis, vous avez tous à peu près le même niveau, etc. Nous, dans le business, il y a pas le côté physique. Mais Non. les connaissances, tout le monde peut les avoir, entre guillemets. Ça, c'est clair, ouais. Tout le monde peut les avoir. Ce qui fait la différence, ça va être vraiment l'état d'esprit. Est-ce que je vais mettre en place structuration? Est-ce que je vais définir des objectifs? Est-ce que je vais les tenir? Est-ce que je vais vouloir me dépasser? Est-ce que j'ai cet état d'esprit de compétition? Parce qu'il faut aussi l'avoir, tu vois, de se dire, ouais, j'ai envie de faire mieux, etc. Ouais, j'ai envie de battre les autres ou j'ai envie d'apprendre, tout simplement. Si t'as pas envie
d'avoir les connaissances que toi, tu as à l'heure actuelle. À un moment donné, personne va le faire à ta place. Donc, il faut avoir le mindset d'aller chercher les choses en plus que les autres n'ont pas, quoi. Et surtout de savoir rebondir en cas de galère. Parce que je sais pas comment ça se passe, mais toi, tu fais une course, bah, toi, tu arrives, comme tu parlais sur le championnat du monde, tu étais premier, tu as une chute. Tu vois, un événement comme ça peut complètement te couper. Là, tu finis encore troisième et tu aurais pu complètement, tu vois, louper ta course, finir 15e. C'est C'est possible, ça. tu vois. Regarde, nous, on est pendant les JO qu'on tourne ça. Je sais pas si tu l'as vu, le concours de lancer de marteau. Tu l'as vu, Oui, le lancer de marteau, le français. le français, Le ouais. français, il fait un super bon premier lancer. Mais vraiment un truc de fou. Alors, il a été 3 ou 4e. Le mec trop content, tu sens qu'il a la grinta, tu sens qu'il va tout péter. Le truc est invalidé pour un poil de cul. C'est Ouais, juste pour rien du tout. son pied qui saute. Derrière, le concours, terminé. Il était plus dedans. Ça se voyait, même à la télé. Je sais pas si tu verras le podcast, Ouais, mais il le avait plus mec, envie, ouais. c'était plus dedans. Et c'était foutu. C'était foutu, il était plus dedans. Il pensait à ça. Au lieu de skipper ça et de dire, bah vas-y, je vais faire encore mieux, eh ben, il était complètement à côté. Il a tout mis à côté. Il a foiré sa finale. Tu foires une finale des JO parce que mentalement, il a craqué. C'est ça. Et malheureusement, que ça soit dans le business ou dans le sport, c'est l'élément fondamental. Et ça, c'était hallucinant de voir ça, quoi. Ouais, c'est un truc de fou parce qu'en plus, le mec, il a eu 3 G de plus à la fin. Ouais. Et il a pas saisi sa chance. C'est une fois tous les 4 ans en plus que t'as une finale de Jeux Olympiques. Il a pas. C'est là où tu vois la différence entre les grands champions et ceux qui sont aussi, bah, c'est leur métier, mais qui ont pas, qui leur manque le petit truc pour aller chercher les médailles olympiques et les titres olympiques, quoi. Et toi, du coup, là, du coup, on va avancer un petit peu. Là, tu passes l'élite. Là, on arrive donc l'année olympique. Cette année, donc 2024, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de cette année avec les moments qui ont été durs? Et après, on va rebondir sur les derniers moments qui, au moment où on a tourné en tout cas ce podcast, qui sont vraiment là des très 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 bons résultats. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé ces derniers mois? Ouais, ça a pas été une année simple. Je fais partie du groupe olympique depuis l'année dernière parce que j'ai fait le test event sur le circuit des Jeux Olympiques de Paris. Donc en fait, on fait une course l'année d'avant sur le circuit des Jeux pour tester le circuit, tester le nombre de tours. Et voilà, je fais 9e de ce test event-là. Donc forcément, ça te met un pied dans le rêve olympique. Tu fais partie des athlètes français qui sont dans les noms pour aller aux Jeux. Donc voilà, l'année 2024, elle commence quand même avec des grosses ambitions. J'ai fait l'hiver que je voulais. J'ai tout mis en place pour arriver début de saison et déjà être à un très bon niveau. Et puis voilà, on fait les courses nationales et les courses internationales, les Coupes de France, Coupe d'Italie, où ça se passe très bien, où je fais des podiums déjà dès le début de saison. Et puis après, voilà, il y a une décision qui est prise de pas faire le Brésil, qui étaient les 2 premières manches de Coupe du Monde qualificatives pour les Jeux. Donc ça, c'était des manches qui étaient au mois d'avril. Et là, du coup, ça me met une grosse claque parce que je sais que ces manches-là, elles sont qualificatives pour les Jeux. Et de ne pas y aller, en fait, bah, tu renonces à ton rêve olympique pour la saison. Donc tu passes un peu par toutes les émotions où le début de saison se passe bien, tu fais des podiums. Derrière, ben voilà, ça me coupe un peu l'herbe sous le pied. Je suis à la maison tout le mois d'avril. Je suis clairement un peu au fond du trou hein, parce que je vois les autres qui courent et moi, je peux même pas défendre ma chance d'être au jeu. Là, ça va être super important parce que c'est vrai que depuis le début du podcast, on voit que c'est très positif. Il y a beaucoup de positifs. Ouais, Mais ce qui est important, c'est aussi de montrer les côtés qui sont plus durs. ouais. Là, il se passe un truc comme ça. Tu es chez toi pendant tout le mois d'avril. Tu dis, tu es au fond du trou. Ça ressemblait à quoi concrètement, sans langue de bois? C'était quoi une journée? Voilà, t'étais comment? Ouais, et j'étais clairement pas motivé à aller m'entraîner, quoi. Enfin, c'était comme si ouais, je gagnais des courses et puis du jour au lendemain, t'as plus envie de te lever le matin pour aller t'entraîner et faire ce qui t'anime au quotidien parce que voilà, c'est quand même un rêve qui passe un peu à côté, qui était peut-être à une année près un peu tôt, j'en sais rien. C'est un peu ce que les gens disent autour de moi. Après, j'écoute pas trop les gens autour de moi. C'est pas parce que j'ai 24 ans que j'avais pas envie d'y être au jeu, au contraire. Certes, voilà, Victor et Jordan qui sont allés méritent amplement leur sélection. Ils ont fait les critères sur les manches du Brésil. Ils ont un peu plus de bouteilles que moi parce qu'ils ont 30 et 32 ans et j'en ai que 24. Et c'est peut-être aussi par rapport à ça qu'on te dit, ouais, t'es encore jeune pour les jeux, mais pour moi, il n'y a pas d'âge Non, il n'y a pour pas y être. d'âge, hein.
Donc ouais, j'étais un peu au fond du trou et c'est à ce moment-là où c'est hyper important de se remobiliser, se reconcentrer sur soi-même. Et je me suis dit, bon, ben maintenant, de toute façon, c'est fait, je ne serai pas au jeu. Par contre, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qu'il y a comme course cette année où je peux aller chercher une sorte de revanche? Et en fait, plus les jours passaient, plus la motivation revenait, plus je me sentais bien sur mon vélo. Et j'ai commencé à remettre la structuration que j'avais au quotidien sur les jours du quotidien, sur tout le mois d'avril. C'est là qu'aussi mon environnement, il m'a encore une fois de plus aidé. C'est mes parents, mon frère, ben voilà, ils étaient là à me pousser quand ça allait pas. Parce que c'est bien beau, quand tu gagnes des courses, ouais, tout le monde est content pour toi, tout le monde a le sourire. Mais par contre, quand tu es dans le dur, ben, les gens qui restent, il y en a pas beaucoup, ça se compte sur les doigts de la main. Et voilà, j'ai eu ce mindset-là que j'ai depuis le début, en fait. C'est qu'est-ce que je veux faire? C'est gagner des courses et prendre plaisir sur mon bike. Donc mon plaisir, il est revenu jour après jour. Puis voilà, je me suis dit, il y a ces Coupes du Monde là en Europe, en République tchèque et en Italie. Il y a un championnat de France aussi à côté de la maison où j'ai envie de briller. Et puis je les ai préparés à 100% et ça a payé derrière en me disant, ben voilà, maintenant c'est ces courses-là où j'ai envie d'aller performer. J'ai oublié mon rêve olympique pour cette année 2024. Et du coup, je suis allé chercher un titre de champion de France début mai. Mon premier podium en Coupe du Monde fin mai en étant derrière, en partant 55e et en remontant plus de 50 athlètes. Et derrière, on me dit, ouais, c'est bien, c'est ton premier podium en Coupe du Monde, il faut confirmer. Et du coup, c'est encore les gens qui parlent un peu autour de toi. Mais moi, voilà, si je fais du vélo, c'est pas pour les autres, c'est pour moi, c'est Bien parce que sûr. j'ai envie. Et forcément, je fais un podium en Coupe du Monde. Le week-end d'après, j'ai envie d'y être. Mais que les gens me le disent, ça me fait rire. Comme si j'avais fait un podium, ça y est, j'allais tout plier, j'allais arrêter. Non, non. J'ai tapé le fer encore une fois. Et puis le week-end d'après, je repars 55e et je fais 3e. J'améliore ma place en Coupe du Monde. Donc là, par contre, ouais, c'était vraiment une grosse fierté de s'être battu pour ça, quoi. Parce que je fais un titre de champion de France en short track et 2 podiums d'affilée en Coupe du Monde. Ouais, c'est une grosse réussite après ce que j'ai pu vivre au mois d'avril. Ouais. Mais tu vois, est-ce que au final, le passage du mois d'avril qui a été compliqué n'a pas été vraiment l'élément qui t'a manqué ou qui t'a peut-être un peu piqué au vif pour Ouais, bam, tu vois, repasser un, tu sais, des fois il faut c'est ça, ça. il te faut une petite claque un peu, tu sais, Ouais, pour, ça te réveille. tu peux pas être linéaire comme ça dans la victoire, c'est pas Non. possible, tu vois, c'est dans aucun domaine, C'est le chemin idéal, mais le ça n'existe pas. chemin idéal n'existe pas. Et tu as les moments faibles où c'est là où tu fais la différence au niveau Mm. du mental. Et toi, ce podcast, il est vraiment au niveau du mindset parce que la plupart des gens, et c'est à cause des réseaux, tu vois, ils voient la réussite, ils pensent que Non. c'est facile de faire du vélo, c'est facile de faire ci, c'est facile de... En plus, on est en période de JO. Moi, je rigole quand je vois sur Insta et je regarde les commentaires. Ouais. Quand Léon Marchand, il gagne 4 médailles d'or, ils font, ouais, mais il doit être dopé, il doit être ci, il doit être Non. ça. Ouais, non, mais mec, Tu sais pas d'où il vient, le tu sais mec. pas d'où il vient, tu sais pas ses entraînements. D'ailleurs, on va voir tout à l'heure, restez bien, parce qu'on va voir une journée type d'un VTTiste professionnel. Vous allez voir que c'est pas le hasard. C'est pas si demain toi tu te mets à faire du vélo, t'auras pas le niveau de Matisse. Et je vous raconterai la petite histoire quand j'ai roulé avec Matisse aussi pour vous montrer la différence de niveau. C'est incroyable en fait. On se rend pas compte parce que c'est vrai que des fois quand tu vois les mecs faire du vélo, Ouais. tu sais à la télé, tu te dis ouais ils sont forts mais ouais je peux les suivre. Non vous les suivez pas les gars. Je vous dis direct que c'est un autre délire. Et ça c'est super important d'avoir ces périodes de difficulté parce que si tu as un vrai gagnant, tu vois, si tu as vraiment ce mindset de winner, Ouais. c'est ça qui va te permettre de rebondir. C'est vraiment super important. Bah, en fait, si à la moindre difficulté, t'arrives pas à te relever, t'es pas fait pour ce milieu-là ou n'importe quel milieu, en fait, quand tu vas chercher l'excellence ou la perfection, même si la perfection n'existe pas, mais que tu cherches à t'en rapprocher, il faut toujours accepter de se prendre des claques, accepter de tomber pour se relever. Voilà, c'est comme je disais au début, quand tu tombes, tu te massacres, ça fait mal, mais ouais, il faut remonter à vélo, remonter en selle, et puis c'est là où tu vois que tu progresses, en fait. C'est ces moments-là, dans les moments difficiles, où tu arrives à te dire, ben non, je continue, même si c'est dur, je continue à pédaler, je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Et derrière, tu sais qu'à un moment donné, ça va payer, quoi. Mais surtout, ce qui est assez frappant, c'est que toi, tu arrives à beaucoup te remettre en question. Ouais, C'est que ça, pour moi, c'est une grande.
c'est une grande force. Beaucoup de gens ne se remettent pas en question, mais quand tu te remets en question, toi, tu le dis depuis l'âge de 14, 15, 16 ans, toi, tu te remets régulièrement en question. Toujours. Et ça, c'est super important. Parce que c'est ça je pense que c'est ça qui t'a permis aussi Ouais, de d'avancer. grandir, ouais. Rien n'est acquis, en fait. C'est une fois que tu touches un peu le toit du monde que tu te dis, bah oui, cette prépa-là, elle a été idéale. J'ai fait tout au millimètre, ça s'est bien passé. Mais c'est pas pour autant que l'année d'après, si tu refais la même Ah non. chose, tu vas regagner. Non. Tu remets tout en question, tu repars à zéro et tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais maintenant pour être encore meilleur que maintenant? Parce que les autres derrière, ils attendent pas, ils ont tous faim et ils s'entraînent tous autant que toi. Donc, c'est là qu'il faut redoubler d'efforts et se dire, bah, j'en fais encore plus l'année d'après et chaque année, c'est la même chose. Tiens, là, c'est le moment. Est-ce que tu peux nous donner une journée, voilà, une journée type d'entraînement et comment ça se règle? Bah, la journée type, c'est je me lève à 7h30, 7h45. Maintenant, je suis tellement habitué que j'ai même pas besoin de réveil. Là, je déjeune, je fais mon petit déj salé avec des œufs et puis sucré avec des céréales. C'est souvent le même petit déj. J'attends 2 heures, je fais 2 heures de digestion avant de partir m'entraîner. Voilà, pendant la digestion, ben, je prépare mon vélo, je fais la pression des suspensions, pression des pneus, je prépare mes bidons. Une fois que je suis prêt, 2 heures après le petit-déj, je pars rouler, je fais ma séance d'entraînement. Selon les journées, ça peut être 1h30 comme 5 heures de vélo, ça dépend des journées. Une fois que je rentre, je prends un checker de protéines. Une fois que j'ai pris ce checker de protéines-là, je dois attendre entre 30 et 45 minutes avant de pouvoir prendre mon repas du midi. Une fois que j'ai pris ce repas du midi-là, où ça doit être quand même structuré, je prends des carbs et des protéines. Enfin, quand je dis des carbs, c'est Lucide. ouais, des glucides. Je vais faire ma sieste. Je fais toujours une sieste tous les jours d'une demi-heure. Une fois que j'ai fait cette sieste-là, je me réveille, je vais chez le kiné, je vais me faire masser ou je fais des étirements. Et puis après, une fois que j'ai déjà fait ça, c'est fin de journée, je prépare mon repas du soir. Je mange toujours à la même heure parce que ça permet au corps de s'habituer à digérer toujours à la même heure. Ça permet aussi d'économiser pas mal d'énergie. Et puis voilà, j'ai mangé 2 heures avant d'aller me coucher. Et puis je vais me coucher. Le lendemain, ça repart. Ouais, je vais me coucher à 22 heures et le lendemain, ça repart à 7h30, quoi. Et c'est quoi la proportion entre les entraînements sur le vélo et les entraînements hors vélo? Vélo, c'est quand même ouais, 85-90%. Je fais beaucoup de vélo et puis après, je vais faire 10% d'entraînement en salle. Je fais entre 2-3 séances par semaine d'entraînement en salle, ouais. Et donc, du coup, au final, ça fait quoi? C'est quoi, 7 entraînements par semaine ou t'en fais un peu Ouais, c'est plus? ça, c'est 7 entraînements vélo par semaine et 1 à 2 entraînements en salle, voire 3 dans les phases où il faut un peu charger. C'est les phases hivernales où tu as besoin de faire du volume. J'en fais 3, mais sinon, ouais, c'est 7 séances, entre 6 et 7 de vélo et 1 et 2 de muscu. Ouais. Donc, déjà, ouais, quand vous voyez ça, autant vous dire que vous n'allez pas le suivre en vélo. Oui, il y a quoi? C'était il y a 2-3 ans qu'on avait roulé ensemble. Ouais, Et beau juste souvenir. pour comparer ce qui est comparable. Moi, je fais du vélo vite fait. J'ai quand même fait des Ironman, etc. Donc, je suis pas l'amateur pur en vélo qui n'a jamais fait de vélo. Je fais un peu de vélo. Et c'était une période où j'en faisais quand même plus que maintenant. C'est-à-dire que Ouais, maintenant, t'en ça serait. faisais tous les jours quasiment. Ouais, Ouais. j'en faisais pour préparer un demi-Ironman, etc. Mais en fait, c'est là où je me suis aperçu que il y a le sportif professionnel, il y a le bon amateur et puis il y a le sédentaire. On était dans une côte comme ça et moi j'étais pleine balle, hein, j'étais à 15. Et lui, une fois, ouais, je pars faire un chrono et genre il part à 30, une trentaine de kilomètres heure. Il avait le temps, honnêtement, la côte elle faisait quoi? 2 kilomètres, 3 kilomètres? Ouais, 3 Il aurait eu bornes. le temps de monter, descendre 3 fois le temps que je monte, quoi. Et là, tu te dis, ouais, c'est un autre délire, on fait pas le même sport. Donc il n'y a pas de hasard. En fait, je dis ça pour ça, c'est pour dire Ouais. qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est-à-dire que les résultats, et toi, si tu regardes ce podcast, tu veux des résultats, ça va pas être inné, ça va pas être sans travail. Ça va être du travail, ça va être de la structuration, que ça soit dans le business ou dans le sport, c'est pareil, hein. C'est quand même complètement dingue, ça, hein. Ouais, le hasard, ça n'existe pas. Même, je pense même que ceux qui gagnent au loto, en réalité, c'est qu'ils doivent gagner. Mais Ouais, c'est. là, c'est pas le sujet. Franchement, je pense que rien n'arrive dans ta vie par hasard. C'est parce que ton chemin devait se croiser. On s'est rencontrés parce que voilà, nos chemins se sont croisés. Mais si tu veux quelque chose, c'est parce que tu as travaillé, parce que tu as eu l'envie de faire les choses bien. Et après, hein, forcément, à un moment donné, le travail paye. Et le hasard, pour moi, ça n'existe pas.
Et du coup, l'avenir, c'est quoi un petit peu là? Tu vois ça comment là? Donc la fin de saison et les 3, 4, 5 prochaines années, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as déjà des objectifs vélo, hors vélo? Est-ce que tu as déjà une petite vision sur 4-5 ans ou pas encore? Ouais, sur là, 4 ans, hein, clairement, oui. Il y a les prochains jeux, c'est à Los Angeles en 2028. C'est 28 ans, c'est aussi l'âge un peu de l'or dans notre discipline. Je suis un 2000, donc j'aurai 28 ans en 2028. J'ai vraiment à cœur d'être présent là-bas et ça passe aussi par faire des podiums en Coupe du Monde sur les prochaines années. Donc, ce qui est bien, c'est que j'en ai déjà fait cette année des podiums, mais voilà, être régulièrement sur les podiums en Coupe du Monde cette année, l'année prochaine et les années qui arrivent. Et aussi d'être champion du monde une fois chez les élites. Parce que voilà, j'ai touché pré-l'or, que ce soit chez les moins de 19 ans où je fais troisième, chez les moins de 23 ans, je fais vice-champion du monde. Donc là, maintenant, je suis chez les élites. À très court terme, ben, voilà, il y a le mondial fin août où j'ai envie de briller et j'y vais pour clairement la médaille d'or. Et puis, quand il y aura les Jeux en 2028, la question ne se posera pas d'y aller, mais ça se posera d'y aller pour faire une médaille. Ouais, donc là, c'est des Ouais. grosses ambitions. Ouais. Mais c'est important, tu vois, c'est qu'à un moment, quand tu disais qu'au mois d'avril, tu étais un peu au fond du trou, tu n'avais plus d'objectifs. Ouais. Et ça, c'est un élément qu'on retrouve toujours. Si tu n'as pas d'objectif, t'es pas motivé, quoi. Et puis, l'objectif, s'il est élevé, c'est ça qui va te permettre d'atteindre des résultats plus importants parce que tu vas mettre en place une structuration et un entraînement plus développé, plus rigoureux, plus balèze, tu vois, de plus en plus balèze parce que ton objectif va être de plus en plus balèze aussi. Bah ouais. Et ça, c'est ce que je dis un petit peu souvent au Phoenix, mais ayez des objectifs qui soient. Il faut vraiment avoir des objectifs qui soient, comment dire, importants, mais qui soient réalistes. C'est-à-dire qu'il faut même mettre des petites étapes. Parce que Mathis, à 13 ans, il leur a pas dit je vais aller au JO en 2028. Il fallait gagner la course ici, tu vois, à la Sainte-Victoire d'abord. Et en fait, dans le business, c'est pareil. C'est mettez-vous des petits objectifs, mais soyez ambitieux. Mais ne soyez pas ambitieux trop à court terme. Parce que c'est pour ça que je fais venir des winners comme Mathis, parce que ça vous aide à comprendre ça. C'est que c'est un cheminement. C'est le chemin qui compte. Et le chemin vers Los Angeles, il passe par tout ça. Il passe aussi par des échecs, parce que dans les 4 ans, il y aura des échecs, c'est obligé. C'est sûr. Mais c'est ça qui va permettre de rebondir. Ça, c'est vraiment, vraiment, en tout cas, super important. Pour finir ce podcast, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont des objectifs, qui veulent faire des grandes choses, qui veulent être sportifs professionnels ou qui veulent lancer un business, des petites clés comme ça que tu pourrais leur partager? Pour moi, la clé, c'est déjà de croire en ce qu'on fait. Toujours, voilà, si tu as envie de faire un truc, tu vas jusqu'au bout, tu as confiance en ce que tu fais. Forcément, ça peut parfois capoter, mais il faut toujours avoir confiance en ce que tu fais et te faire plaisir aussi, je pense, dans ce que tu fais. C'est aussi une clé. Toujours avoir ces petites notions de plaisir. Parce que ça t'amène un truc supplémentaire. Quand tu as le plaisir derrière, tu viens chercher des nouvelles choses, t'apprends plus facilement, tu fais les choses plus volontairement. Donc le plaisir et se faire confiance, c'est vraiment la clé. Ouais, nickel. Et regarde, je vais te faire le plaisir de tourner ce fameux globe. Ça n'a absolument aucun intérêt de tourner ce globe, c'est juste que ça me fait marrer. Okay. Donc je tourne, tu poses et on voit où t'atterris. Oui, sinon c'est la destination des prochaines vacances. Ah, mais imagine, tu tombes sur Los Angeles là. Là, ça n'aurait pas un signe du destin. Là, c'est le destin, ouais. Par contre, tu triches pas, tu vises pas. Hein. Non, je vise pas. Vas-y, c'est parti. Promis, je vise pas. Ça donne quoi? Je suis plus Brésil. Ouais, je suis au Brésil. C'est ça, je suis au Brésil. C'est la Coupe du Monde que j'ai ratée cette année, donc c'est un signe. Ça te fait un mauvais truc. Ça veut dire que ça va te servir pour plus tard, tu vois. C'est un truc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu iras au JO, tu vois, en 2028, tu vas repenser à cette course et tu vas dire, je sais pas, il s'est passé un truc avec le Brésil. Ouais, j'y étais pas, mais ça m'a servi. Je pense, on verra. En tout cas, c'était vraiment cool. J'espère que vous avez kiffé ce podcast. Merci Mathis. Et bonne continuation pour les prochaines semaines et les prochains mois. Ouais, toi aussi. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.